Bonsoir. Merci donc d'être venus nombreux donc, pour cette conférence qui marque le début du grand week-end d'Eran de cette édition donc 2022, qui marque l'anniversaire d'Eran. Et donc on est très fiers de pouvoir accueillir Jean Guilaine, donc, que vous connaissez tous, donc, qui est membre, professeur émérite au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je préfère lire parce que j'oublie souvent des choses très simples. Donc voilà. Dominique Garcia, donc président de l'INRAP, et Jean Gasco, préhistorien chargé de recherche au CNRS. Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que je suis d'autant plus fier de les recevoir. En plus, bon, ce sont des amis, donc sur un sujet qui est vraiment très très important pour l'archéologie dans la région. Vous allez le voir. Et aussi, je voudrais dire que ça coïncide. Donc, cette conférence avec la parution d'un ouvrage qui est lui-même très très important pour cette connaissance de notre archéologie, et que la conférence sera suivie dans à peu près une heure d'une séance de dédicace et d'échange avec eux. Donc vous profitez-en, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Voilà, mais je vous remercie. Bien, merci. Bien, bonsoir à tous. Donc, nous allons vous parler de Rochelongue. Rochelongue, c'est un site qui a une longue histoire, puisque Jean Gasco va en parler tout à l'heure. Il a été découvert en 1964 par Bouscaras et son équipe, qui étaient des plongeurs, n'est-ce pas, qui faisaient de l'archéologie sous-marine au large d'Agde, dans le secteur du Cap d'Agde. Et cette découverte, qui a donné lieu à plusieurs campagnes de fouilles, a révélé une documentation absolument exceptionnelle, de sorte qu'on peut estimer que Rochelongue est peut-être la découverte sous-marine la plus importante de toute la façade méditerranéenne française. En effet, on a découvert là entre 1600 et 1700 objets en bronze, n'est-ce pas, et puis près de 800 kilos de lingots de cuivre. Voyez. Et je pense que cette masse, en quelque sorte, archéologique, a un peu rebuté les archéologues, puisque, vous voyez, la découverte remonte à quelques 60 ans et qu'elle n'avait jamais été publiée totalement. Alors, nous nous sommes mis à la tâche, tous les trois, et nous avons enfin sorti cette monographie qui était en attente depuis très très longtemps. Voilà. Alors, pour comprendre Rochelongue, il faut essayer de situer le contexte historique. C'est très important. Sinon, on s'intéresse à la découverte elle-même, mais il importe de la situer dans le contexte historique. Et il y a trois éléments qu'il faut retenir. C'est d'abord cette découverte, en gros, elle se situe dans un phénomène qui intéresse le 7e siècle et les débuts du 6e siècle avant notre ère. Alors le contexte historique, il y a trois éléments qu'il faut retenir. C'est d'une part le contexte local, c'est-à-dire quelle est la nature, quelle est des indigènes qui vivent dans Languedoc à cette époque-là. Ensuite, le problème des contacts avec le monde méditerranéen. Dominique Garcia en dira un mot. Et puis ensuite, le problème du phénomène lunacien. Et puis on attaquera l'étude de la découverte et du dépôt lui-même. Alors, on va commencer tout de suite. Si ça marche. Hop. C'est le bon, là? C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Bon. Alors, on va remonter un peu le temps. À partir du 9e millénaire, du 9e siècle, excusez-moi, moi je travaille dans le néolithique, je parle souvent en millénaire. À partir du 9e siècle avant notre ère, on voit se développer dans toute la région, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de sites qui apparaissent, la démographie est en augmentation, et on voit apparaître de grandes nécropoles à l'incinération, pas, qui sont notamment, dont témoignent les découvertes d'Odette et de Jean Taffanel à Maillac. Et vous avez là quelques éléments, un rasoir, une pointe de flèche, une épingle et des céramiques qui remontent à cette époque-là. Au 9e et au 8e siècle, on a donc de très grandes nécropoles. Dans ces grandes nécropoles, la hiérarchie sociale, autrement dit les différences de statut entre individus, apparaissent peu, sont mal marquées. Et les choses vont changer dans le courant du... à droite, décidément. Non, à droite. Vous le faites. Voilà. En gros, voilà la zone géographique concernée par notre exposé. Allez-y.
Et on voit apparaître d'abord des changements qui se produisent dans le courant du 7e siècle. On continue d'enterrer les morts dans de grandes nécropoles à incinération, et souvent d'ailleurs, ce sont souvent les mêmes nécropoles qui sont utilisées depuis le 9e siècle jusqu'au 6e souvent. Et les formes des céramiques changent, vous voyez, on voit de plus en plus apparaître ces vases, ces grands cratères, ces coupes à pied surélevés. Non, là vous revenez. Non, excusez-moi, allez-y, c'était bon. Bon. Ces grands vases, vous voyez, à pied et à décor excisé, les objets de bronze continuent et on voit apparaître le fer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître dans les nécropoles, n'est-ce pas, les tombes sont souvent plus grandes, ce sont des tombes en silo, et puis surtout, ce sont des tombes qui sont très riches, contrairement à la période précédente, et notamment très riches en céramique. Je crois que la tombe la plus fournie en céramique de la nécropole de Mayak, le Grand Bassin 1, n'est-ce pas, c'est une tombe qui comporte une 60aine de vases. Donc, on voit se développer, on peut en voir. Là, j'ai pris des photos dans le travail qu'a fait récemment Virginie Ropio sur la nécropole du Pontil à Bise-Minervois. Et on voit apparaître d'ailleurs des importations dont va toucher un mot Dominique Garcia, c'est-à-dire que cette période se caractérise par certains dénivelés sociaux. Autrement dit, contrairement à la période précédente, on voit qu'il y a des dominants et des dominés. Il y a une élite, entre guillemets, qui commence à se constituer. Et cette élite, d'ailleurs, entretient des contacts avec le monde méditerranéen. Donc, deuxième point, ce sont les contacts avec les Méditerranéens. Alors, je vous laisse. Merci. Donc effectivement, cette période est marquée par les contacts avec la Méditerranée. On va passer en fin de compte de ce que Jean Guilaine a appelé la mer partagée à une mer qui va être connectée, où les grandes civilisations de la Méditerranée, les Phéniciens, Puniques, les Étrusques, les Grecs et ensuite les Romains vont se mettre à voyager en rentrant en contact avec les populations indigènes. Et justement, on parlait tout à l'heure du caractère exceptionnel de la découverte de Rochelongue. C'est dans ce lieu-là où ont été découverts en France les plus anciens vases tournés d'origine méditerranéenne, étrusque ou du sud de l'Italie. Vous les avez là à droite, ils ont été découverts en bas, les deux vases ont été découverts dans la nécropole d'Agde du Pérou. Vous avez le cas du Skyphos italique découvert à Mayak, et puis cette coupe ionienne découverte à Carsac. Ce sont des vases méditerranéens d'origine étrusque ou grecque qui sont antérieurs à la fondation de Marseille. C'est-à-dire avant même que des Grecs s'installent sur le sol du golfe du Lion, il y a des populations qui viennent en contact de nos indigènes, qui vont faire du commerce. Le commerce, on le voit de manière assez claire avec ces vases-là, sont essentiellement un commerce lié au vin. C'est-à-dire qu'on va avoir des Méditerranéens qui apportent du vin dans la région et qui vont sans doute repartir avec des produits de première nécessité, des céréales, des esclaves et du métal. On va longuement en parler. Donc ces découvertes avec ces vases, d'autres, les acteurs les plus souvent nommés sont les Grecs et les Étrusques, mais il faut savoir que dans notre région, dans la région des basses vallées de l'Aude, de l'Hérault et de l'Orbe, on retrouve aussi des importations qui sont d'origine phénicienne ou d'influence phénicienne. Donc les populations qui occupent aujourd'hui l'espace actuel d'Israël, de Palestine ou du Liban, qui sont implantées en Afrique du Nord, qui sont implantées dans le sud de l'Espagne et qui vont diffuser certains récipients, notamment des amphores, notamment des vases en forme de sac, dans le Languedoc occidental et dans le Loc central. Donc sur cette carte-là, on voit bien qu'on est dans une zone de soit d'échange, soit de contact, soit de rupture, c'est-à-dire que l'influence phénicienne va arriver jusqu'au secteur du Cap d'Agde. Inversement, l'influence étrusque va aussi presque mourir d'est en ouest vers ce secteur-là. Et voilà d'ailleurs les démonstrations de ces influences étrusques avec en haut à gauche le vase situle découvert à Saint-Saturnin dans la moyenne vallée de l'Hérault. Et donc ce type de récipient produit dans les grandes cités d'Étrurie qui vont être importés en Gaule et dont l'exemplaire méridional a été trouvé dans la moyenne vallée de l'Hérault, donc dans l'arrière-pays d'Agde. Là, c'est
peut-être un peu décevant comme image, mais c'est pour évoquer le phénomène launacien. Non, si c'est pas ça. C'est pas grave, on va... Voilà. Allez, on va c'est à vous. Bon, alors, donc, des indigènes qui sont en train, n'est-ce pas, de se hiérarchiser, si l'on peut dire, des Méditerranéens qui entrent en contact avec eux, et là-dessus se greffe le phénomène launacien, c'est-à-dire qu'à cette même époque, on va voir se constituer en Languedoc toute une série de dépôts d'objets de bronze, suivante, là vous avez l'ONAC, voilà le dépôt de Carcassonne, enfin une partie du dépôt de Carcassonne. Ces dépôts sont très importants et le plus important c'est l'ONAC qui a donné le nom en quelque sorte à ce faciès industriel, le launacien. Mais l'un des plus gros dépôts terrestres connus, c'était celui de Rieux-Minervois qui comptait 150 kilos de bronze. Vous voyez, ce sont toujours des masses de bronze énormes. Alors l'intérêt de ces dépôts, comment ont-ils été constitués? En fait, dans ces dépôts, il y a des objets de bronze qui ont été fabriqués dans le Midi, donc ils sont régionaux, mais il y a beaucoup d'objets qui viennent de l'Est, du centre ou de l'Ouest de la Gaule. Alors on va arriver à la suivante, vous voyez. Voilà. Alors, vous voyez, il faut sortir un petit peu du cadre local pour comprendre l'intérêt de ce phénomène. Vous avez ici ces flèches en rouge, n'est-ce pas, qui montre cette descente. Certainement, il devait y avoir des récupérateurs de métaux qui travaillaient pour les chefs indigènes de la région dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces chefs eux-mêmes étaient en contact avec les Grecs, les Étrusques, peut-être les Puniques aussi, vous voyez, les Carthaginois. Et donc, tout cela faisait une espèce de grand appel d'air de bronze qui descendait dans la région Narbonne-Agde. Et puis de là, ces pièces, où elles pouvaient être thésaurisées sur place, ou alors elles partaient pour finir souvent dans des sanctuaires en Sicile et jusqu'en Grèce. Vous voyez donc ces trois phénomènes, la hiérarchisation de la société locale, les contacts avec les étrangers, et puis ce grand phénomène de descente des objets launaciens. Et Rochelongue participe d'une certaine façon de ce phénomène-là. Alors maintenant... Oui, alors là, c'est une carte de Verger, je vais en reprendre rapidement. Tout ça pour montrer comment en Méditerranée, il y a le phénomène launacien que vous voyez là, c'est pas, qui va jusqu'en Sicile, qui peut aller jusqu'en Grèce, mais il y a également d'autres zones qui ont, en quelque sorte, servi de zones qui ont alimenté toute une série de sites qui sont des sites, la plupart du temps, ou de Grèce ou de Grande Grèce. Bon, alors la découverte de Rochelongue, on la doit, tu peux passer, à André Bouscaras le 21 juillet 1964. Bouscaras, à ce moment-là, a 42 ans. Ça fait pratiquement 25 ans qu'il s'intéresse à l'archéologie. Il a commencé très très jeune. Et il a été membre de la Société archéologique et scientifique littéraire de Béziers. Et il est devenu un érudit très reconnu, faisant de nombreuses conférences et se mettant à faire des prospections et à fouiller. On lui doit des travaux, par exemple, à Port-Aveil, dans la région. Et puis, en même temps, comme dirait l'autre, il est passionné de plongée, il fait de l'apnée, il fait de la plongée sous-marine, et il côtoie, juste après-guerre, à partir de 1948, Frédéric Dumas, qui est un des trois compagnons du commandant Cousteau, et qui sont ceux qui ont mis au point les scaphandres autonomes. Et Bouscaras... et dans ce milieu, il est avec ses amitiés. Ici, je pense que... Alors, c'est amusant cette photo parce que c'est Bouscaras et probablement Frédéric Dumas. Et il est difficile de les reconnaître, ils se ressemblent énormément. Et donc, dès 1948, il obtient une autorisation de fouille archéologique sous-marine, donc 3 ans après la mise au point du matériel qu'il utilise. Et ces autorisations sont délivrées par le ministère et par Frédéric Dumas, qui est le conseiller de l'époque. Alors, pendant 4 ans,
De 1964 à 1968, il opère des fouilles en petite équipe sur le secteur de Rochelongue. La découverte, très précisément, elle est anecdotique, mais elle est amusante. Il prospectait en marchant au fond de l'eau avec son équipement, en transportant une grosse pierre. Et ce mois de juillet, il accroche sa combinaison à un bracelet. Et lui qui, depuis 15 ans, cherchait une épave, alors il en avait découvert des restes du côté de Narbonne, de Gruissant, depuis plusieurs années, il dit, ça y est, j'ai mis le pied sur une découverte fantastique. Et en effet, au bout de quelques heures, il ramasse une quantité importante d'objets. Il va fouiller pendant 4 ans, à raison de 3 ou 4 semaines. Bon, il faut savoir qu'un plongeur, quand il travaille sous l'eau, il travaille 1h30 au grand maximum, qu'ils étaient 4 ou 5. Et si on fait le bilan de 4 années de fouilles sous-marines, ça représente 2 ou 3 semaines d'une petite équipe en milieu terrestre. Après cette période, chaque année, au retour de sa campagne, il publie dans le bulletin de la Société de Béziers et il dépose le matériel dans les musées locaux. Et il a donc une activité très forte. En 1968, les travaux de la mission Racine font qu'à Agde, on creuse un port et on déverse plusieurs millions de mètres cubes de sédiments dans la mer. Ils arrivent à pratiquement 1 mètre de la fouille où il est et il interrompt sa fouille. Le ministère envoie une dernière campagne de plongeurs. Le DRASM intervient. Il y a trois objets qui sont découverts et ça s'arrête. En 2003, le DRASM refait avec Marie-Pierre Gézégou une campagne sur le site qui ne donne pas de résultat. Et le statu quo est là. De notre côté, une nouvelle équipe de plongeurs se remet à travailler en 2009, et on n'a toujours pas progressé à savoir où se trouve réellement le dépôt, là où il a été découvert. Alors, le dépôt, vous voyez où il est pointé sur la carte, il se trouve à l'extrémité d'une série d'écueils rocheux qui descendent depuis la côte jusqu'à environ 200-300 mètres et à 6 ou 8 mètres de profondeur. Mais le dépôt, à l'époque, n'a pas été installé à cet endroit-là. On sait qu'à l'époque, le niveau marin est d'environ 2,5 mètres plus bas. Hein, la mer était beaucoup plus loin. Et donc, on peut imaginer qu'il était relativement accessible à pied ou avec un plongeur à très faible distance. Voilà une photo de l'état actuel du site, enfin, tel qu'il était pointé, mais ces emplacements sont très approximatifs. Donc vous voyez, le dépôt, il est maritime, mais en même temps, il est vraiment accroché au rocher. Et probablement, il est dans une zone qui a été énormément balayée par la mer et à moitié enterrée par des sédiments provenant de l'Hérault, mais également provenant ensuite des travaux de creusement du port. Oui. Ce site d'Agde, cette pointe de Rochelongue-là, était un des amers les plus importants sur la côte et à l'intérieur du golfe du Lion. Et vous voyez que les courants naturels pouvaient amener particulièrement à s'avancer dans cette région, et peut-être pas dans l'estuaire, dans le delta de l'Hérault, mais plutôt sur la côte de ce côté. À l'époque, lors de la formation, le littoral n'avait donc pas de la ressemblance actuelle. Et vous voyez que
jusqu'à la période de la Renaissance, on a sur le littoral des lagunes qui communiquent entre les unes aux autres. Et il est probable que par l'intermédiaire des groupes et par l'intermédiaire des fleuves, la circulation tout le long de la côte était favorisée. Oui. Je prends la main. Donc presque tout a été dit, on pourrait s'arrêter là. Le dépôt découvert dans la basse vallée de l'Hérault, soit effectivement lié à des dépôts qui sont faits par voie terrestre, soit peut-être une épave échouée dans ce secteur. Ce qui caractérise le site, c'est l'abondance des objets, donc 900 kilos de métal, dont 4671 objets personnels découverts dans ce même lieu lors des plongées de Bouscarras. Cet ensemble est remarquable parce qu'il nous donne à la fois, si vous voulez, une sorte de catalogue complet du mobilier métallique utilisé par les populations proto-historiques locales. Il est le reflet de ce que les gens portaient sur leur vêtement, de leurs armes, de leurs outils. On va le voir en détail tout à l'heure. Il est aussi le reflet de l'activité métallurgique locale ou subrégionale, avec notamment des découvertes d'objets liés au travail métallurgique, et puis surtout 163 lingots dont on reparlera dans quelques instants. C'est à ce jour le plus grand ensemble d'objets proto-historiques en bronze découverts en Méditerranée nord-occidentale, et donc qui par là même nous donne le reflet du mode de vie des populations, mais aussi peut-être ce qu'on nommerait aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est-à-dire en fin de compte la puissance et la richesse de ces populations. Alors passons rapidement sur les mobiliers qui ont été découverts, un petit peu pour vous montrer la richesse de ce mobilier. Il y a de l'armement. L'armement en soi est relativement rare dans les habitats. Il est aussi extrêmement rare dans les nécropoles, dans les tombes. On en connaît par exemple, ce type de lance est découvert dans la nécropole d'Agde, mais dans les habitats sont relativement rares. Donc là, on a ces exemplaires de lances, dont l'armement de ces populations. C'est quelque chose à avoir en tête. André Niquez avait noté ce point-là. Au moment où les populations indigènes entrent en contact avec les populations méditerranéennes, il ne faut pas limiter ce type de contact uniquement à des gens qui s'échangent du métal contre du vin. Il faut aussi imaginer que de temps en temps, ça devait un petit peu se frictionner, et donc c'est le moment où les populations locales s'arment, et on retrouve ces armes dans les tombes, et on retrouve les armes sur le site de Rochelongue. Des armements un peu plus spécifiques, comme ces pointes de flèches, là aussi des documents relativement rares dans l'habitat, mais qu'on retrouve sur Rochelongue. Des fragments d'épée, ici sous forme de dessin qu'on a retrouvé. Ça reste aussi des documents plus étroits. Et puis, on va le voir, ce qui est le plus important en nombre, ce sont les haches, alors qui sont le reflet d'activités agricoles, qui sont le reflet peut-être d'un moment où on déforeste beaucoup dans le secteur. Mais il faut avoir en tête aussi que la hache est sans doute l'objet qui, par rapport à sa forme, a une masse de métal la plus importante. Donc on a souvent rapproché ces haches de ce qu'on pourrait appeler des lingots ou des paléomonnaies. Donc en fin de compte, quand on veut diffuser du métal, peut-être, au-delà des lingots, la manière le plus simple était de diffuser ces haches dont on verra que toutes n'ont pas servi. Ce type de hache-là que vous avez sous l'écran est un type de hache relativement rare, plutôt présent dans la péninsule ibérique. Et puis voilà le type de haches qui sont des haches à douille, en très grand nombre découvertes dans le site de Rochelongue, à tel point même que ce type de hache est dit type de Rochelongue, avec parfois des petits décors. On peut passer, en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est des éléments lourds, nombreux, dont tous n'ont pas été utilisés en tant que tels. Voilà des ciseaux, des marteaux, des pièces de harnachement ou de décoration, ces petits disques.
des objets de parure un peu plus somptueux, avec notamment ces chaînettes et ces pendentifs, dont certains sont d'origine extra-régionale. Et puis un lot important, c'est sans doute le site qui a livré le plus de fibules, avec notamment un type de fibule complexe, voilà, dont on connaît un exemplaire bien conservé en Espagne, et ici l'exemplaire qu'on a restitué. Alors ce type de document, on y reviendra à la fin sur l'hypothèse du site, interroge. Tout à l'heure, je disais que le dépôt de Rochelongue était à la fois le reflet, un peu le catalogue Manufrance des populations protohistoriques, mais à vrai dire, là on est plutôt chez un joaillier de la place Vendôme que sur le catalogue Manufrance, c'est-à-dire qu'on a un objet qui est exceptionnel au niveau national, donc soit il est trouvé là par hasard, soit peut-être que ce site avait une fonction plus originale. Tac, 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 dans le bon sens. Et on tombe sur des agrafes de ceinturons, là aussi qu'on retrouve un petit peu à Agde, qu'on retrouve à Maillac, qu'on retrouve à Pézenas, avec des formes qui sont plutôt typiques du monde ibéro-languedocien, c'est-à-dire un espace qui touche la Catalogne, la sud et nord, et le Languedoc occidental. Donc c'est des éléments de ceinture, des épingles, et puis de très nombreux bracelets, avec là aussi, tout à l'heure Jean Guilaine le disait, de types de brassards qui peuvent venir du centre de la France, certains objets qui peuvent venir de l'espace jurassien, on en viendra tout à l'heure. Voilà, des bracelets décorés, cela se retrouve sur des sites locaux, un type un peu plus rare. La corrosion a un petit peu abîmé les documents, mais on arrive à le retrouver. Certaines pièces ont été déformées. Alors on le retrouve sur les bracelets, on le retrouve sur certaines haches, on le retrouve aussi sur certains éléments de ceinturon. Donc soit pour qu'il ne soit pas réutilisé par la suite, soit peut-être pour essayer de le faire rentrer dans le creuset pour pouvoir les refondre. Et en plus des bracelets entiers, on a des séries de brassards ou d'armilles en grand nombre, sous forme de fragments, ce qui montre qu'on n'a pas déposé uniquement des objets entiers, mais qu'on a déposé une masse importante d'objets, sans doute destinés à la refonte. Nous en reparlerons. Encore des bracelets, puis des séries d'anneaux. Tout ça montre l'abondance des éléments liés à un disque de pectoral dont on connaît des exemples dans l'est de la France, un cas rare. Il y a un autre exemple dans l'Aude, et ensuite il faut retrouver une origine orientale. Des éléments probablement liés à des morts, des extrémités de morts de cheval, là aussi un document relativement rare. Et puis ce qu'on a appelé les talons launassiens, que Jean Gasco a appelé des poupées d'arc, qui sont au moins un élément, un marqueur typique de ces productions régionales dans le nord de la Catalogne, en Languedoc occidental et en Languedoc central, dont on retrouve des beaux exemples. Et puis, au-delà de ces centaines d'objets, on a les lingots dont Jean peut nous parler. Oui, alors les lingots, vous voyez là en bleu sur ce cercle-là, ce camembert, représente le nombre d'unités de lingots. Tu vas pas revenir. Donc vous voyez la proportion, donc en poids bien sûr, donc la caractéristique du dépôt de Rochelongue, ce sont les lingots, en poids, en masse, en nombre. Alors, il se présente sous forme de disques pour les formes complètes. Alors, disques qui peuvent être, qui ont à peu près 25 cm de diamètre, hein, et qui sont quelquefois cassés, qui sont cassés en quart ou en demi, et de façon assez systématique. On va voir d'autres lingots, là, qui peuvent passer.
Donc 163 pièces intactes. Vous voyez, alors il y a des tailles un peu différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques petits lingots qui sont là sur la figure, qui correspondent probablement à qui pourraient laisser penser qu'ils correspondent à des objets que l'on envisage. On va envisager, non pas, on ne va pas prendre la peine de casser ces lingots qui sont très durs. Hein. Pour casser un lingot, il faut vraiment taper très fort. Et on produit donc des petits lingots pour des besoins spécifiques. Vas-y. À côté de ces lingots qui sont intacts, il y a des fragments qui viennent d'ateliers, donc c'est de la récupération. Il y a des plaques, c'est des coulées qui sont plates, des plaques. Et puis il y a des coulures, hein, des coulures qui sont plus arrondies et que l'on trouve aussi. Alors quand on... Vas-y, tu peux... Quand on regarde l'origine du métal, on va peut-être passer la suivante d'abord. On utilise une analyse particulière sur du métal à partir de la comparaison des isotopes du plomb des objets, pièces ou lingots, et des isotopes du plomb du minerai de cuivre des mines que l'on connaît. Alors les mines que l'on connaît, ce sont des mines qui sont datées et qui ont été exploitées à la période au moins au 7e ou au 6e. Et on peut comparer les isotopes du plomb de l'un et de l'autre. Et les résultats des analyses qui ont été menées par Enrique Aragon montrent que les mines qui ont été sollicitées pour fabriquer ces lingots de cuivre sont principalement dans le sud-est de la péninsule ibérique, sud du Portugal et Andalousie, en grande majorité. En second point, il y a des lingots qui proviennent de mines du Priorat, c'est-à-dire la région de Tarragone, de Catalogne. Et puis, il y a quelques pièces qui signalent curieusement un métal qui pourrait venir de l'Autriche, du secteur alpin autrichien. Ensuite, il y a quelques fragments qui signalent les mines soit des Corbières et de la Montagne Noire ou de Cabrières, qui est sans doute la mine la plus proche de la région et qui a fourni, elle, énormément de pièces, d'objets typiquement launaciens qui sont réalisés avec ce minerai régional. Ce qu'il faut dire, c'est que cette méthode d'analyse de comparaison, voilà, tu peux revenir, voilà, elle repose sur un système de comparaison. C'est-à-dire qu'il faut que l'on ait des inventaires précis de minerais, de mines exploitées à l'époque, des analyses précises, sachant que les isotopes du plomb, tous les 15 ou 20 ou 30 mètres peuvent changer, et on doit avoir des analyses des objets. Donc, les résultats que l'on montre sont certains, mais par exemple, pour ce qui est du minerai de l'Autriche, enfin du secteur alpin, il n'est pas dit qu'ils ne proviennent pas en réalité d'autre chose, d'une mine qui n'est pas encore connue, qui n'a pas été étudiée. Voilà. Alors, sachant que la plupart de ces dépôts que vous avez vus tout à l'heure, qui ont en gros la même composition que Rochelongue, sont datés de la seconde moitié du 7e siècle et des débuts du 6e siècle, se posait le problème, en quelque sorte, de la datation de Rochelongue.
On s'aperçoit en fait, lorsque l'on examine les divers objets dont Dominique Garcia vous a parlé tout à l'heure, qu'il y a certaines pièces qui n'existent pas dans les autres dépôts anciens, qui ne se trouvent qu'à Rochelongue. Et en particulier, bon, je vais prendre un exemple, notamment les agrafes de ceinture, là, n'est-ce pas? C'est le type AC Bouchal, on y reviendra tout à l'heure. Celles-là, elles existent évidemment en Languedoc, mais elles ne sont pas dans les dépôts anciens. Donc, cela nous invite à rajeunir le dépôt de Rochelongue par rapport aux autres dépôts anciens. Voyez? Donc, ce sont des éléments comme ça. Alors là, sur cette carte, on a montré, voyez, vous avez ici les divers types d'objets qui ont été mentionnés. Les pointes de lance, on en connaît pratiquement depuis le bronze moyen. Vous avez les indications. On peut avoir le... Attendez, le truc, voilà. Voilà. Bon, alors, d'une part, il y a une hache plate, vous l'avez vu tout à l'heure. Cette hache plate, j'y reviendrai tout à l'heure. En réalité, c'est une hache en cuivre et des haches en... Donc, c'est une relique. Elle est là dans le dépôt, mais elle ne date pas de l'époque du dépôt, n'est-ce pas? Et en plus, elle a une morphologie qui n'a rien à voir avec la hache en cuivre du Languedoc. Au contraire, elle ressemble beaucoup à des haches qui existent dans le sud de la péninsule ibérique. Et parce que les haches plates en cuivre de la péninsule ibérique, elles arrivent contrairement à nos régions où les haches plates, elles disparaissent autour de 2000, pour prendre un chiffre rond. Ici, on a des haches plates dans le sud de la péninsule ibérique qui arrivent jusque vers la fin du bronze moyen ou au bronze récent. Les pointes de lance, vous voyez, elles sont là. Alors elles, ce n'est pas un bon critère de datation, parce qu'on en connaît depuis le bronze moyen, pratiquement jusqu'au premier âge du fer, jusqu'à la fin du premier âge du fer. Par contre, les pointes de flèche que vous avez vues tout à l'heure, vous voyez, elles ont une durée de vie beaucoup plus courte. Vous avez là toute une série ensuite d'objets qui sont typiques, et en particulier ceux-ci, là en rouge, des dépôts launaciens, comme certains torques, des bracelets, les bracelets type Grand Bassin 1, c'est-à-dire qui caractérisent les nécropoles de Maillac et d'Agde au 7e siècle et au début du 6e. Bon, les anneaux de jambes à grand relief, qui sont surtout connus dans le Massif central, mais qui se trouvent exactement là, sur cette charnière entre le 6e et le début le 7e et le début du 6e siècle, etc. Et alors, vous avez ensuite les agrafes type fleurie qui sont là, et puis les agrafes type AC Bouchal, sur lesquelles on va revenir, qui sont là. Donc, vous voyez, par rapport au complexe launacien, on peut placer, avec ce qu'on connaît des datations dans les nécropoles de la région, on peut placer le dépôt de Rochelongue, en gros, ici. C'est un épi-launacien, si vous voulez, c'est un post-launacien, et en gros, on le date du second quart du 6e siècle avant notre ère, en gros, entre 575 et 550 avant notre ère. Suivante. Ah, c'est moi qui... Voilà. Alors maintenant, on va passer quelques cartes qui... Parce que maintenant, alors, on a la datation, on sait ce qu'il y a. Bon, mais maintenant, comment ce dépôt s'est-il constitué? À quoi correspond-il? Et là, vous allez voir qu'il y a en gros deux hypothèses et que nous ne partageons pas forcément. Chacun a son point de vue. C'est ce qui est intéressant, évidemment, dans le débat archéologique. Alors, attends, je vais prendre... Non, on va revenir. Alors, si, Jean Gasco vient de vous le dire, si on regarde les zones qui ont en particulier fourni les lingots, et n'oubliez pas que les lingots, c'est le gros paquet à Rochelongue, 700 kg de lingots, vous voyez, de cuivre, etc. Eh bien, les isotopes du plomb montrent que... Ah, décidément. Voilà. Que les isotopes des plombs montrent que la grosse majorité des lingots de Rochelongue vient ici de la péninsule ibérique. Il y a quelques possibles lingots en cuivre qui puissent venir du priorat, et puis ensuite les dépôts des zones cuprifères du sud, c'est-à-dire Cabrières, la Montagne Noire, les Corbières. Vous voyez donc, le gros paquet en quelque sorte vient de là. Bon. Ensuite, le problème de ces haches dont je parlais il y a un instant, ces haches plates en cuivre, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'une à Rochelongue, c'est une relique qui certainement est venue du sud de l'Espagne comme à accompagner les lingots. Bon.
Alors, ces haches, on les a essentiellement dans la partie méridionale du Portugal. On les a ici dans toute la zone de la culture argarique dans ses phases terminales et peut-être un peu aussi dans cette région du bronze valencien. Voilà. Alors, les fibules à double ressort, c'est une composante également importante de ce dépôt. Alors là, on est un peu plus gêné au niveau de la datation parce que vous voyez, ces objets, ils ont une très grande répartition qui part du sud de la péninsule ibérique et qui arrive jusqu'en Languedoc. Donc là, est-ce que c'est local? Est-ce que c'est indigène? Est-ce que ça vient de la péninsule ibérique? Le problème reste entier, bien entendu. Les agrafes de ceinture type fleurie, et vous avez chaque fois un modèle là qui est là. Alors ces agrafes, on appelle ça catalano ou ibéro-languedocien parce qu'on les trouve des deux côtés des Pyrénées, n'est-ce pas, notamment à la fois en Catalogne et également dans certaines tombes de la région. Vous voyez, donc là, on est sur un schéma géographique qui est beaucoup plus restreint. Alors là, les fameuses agrafes de ceinturon de type assez bouchal, n'est-ce pas? Elles sont très belles. Il y en a quelques-unes dans la nécropole de la région, mais ce sont surtout des productions ibériques. Et voici les grandes zones de fabrication et de diffusion de ces types d'objets. Les flèches que vous avez vues tout à l'heure, les pointes de flèches, n'est-ce pas, typiques, qu'on appelle parfois flèches maillaciennes, mais parce qu'on en a trouvé 2 ou 3 maillacs, mais en réalité, ces flèches, n'est-ce pas, elles peuvent être de 2 types. Elles peuvent être à aileron, n'est-ce pas, ou parfois simplement à palette foliacée. Voilà en gros la zone de répartition de ces flèches, de part et d'autre des Pyrénées. Donc vous voyez, ça peut être des productions autant locales que des productions sud-pyrénéennes. Alors les haches, c'est une grosse composante aussi du dépôt. Il y a 2 types de haches, Dominique Garcia vous l'a dit tout à l'heure. Il y a d'une part ce qu'on appelle les haches type Lonark, qui sont représentées en bleu et qui correspondent à ce type-là, c'est-à-dire un type de hache avec souvent, pas toujours, n'est-ce pas, des décorations de rainures parallèles et également un petit anneau de fixation aux manches. Vous avez ici en bleu la répartition de ces haches type Lonark. Donc ça, on peut penser que c'est un type de hache carrément local, méditerranéen, languedocien, disons plus exactement. Bon. Et puis vous avez ensuite les haches de type Rochelongue, qui sont des haches qui n'ont pas d'anneau, qui sont très massives et qui sont, elles, qui ont une répartition qui recoupe en partie le Languedoc, mais la partie, je dirais, Corbière et Roussillon, et qu'on retrouve également dans le sud de la péninsule ibérique. Mais ce qu'il faut voir aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, à Rochelongue, des haches type Lonark, il y en a 10, et des haches de type Rochelongue, il y en a 130. Donc, une domination des haches de type Rochelongue, c'est-à-dire du type qui tire vers la Catalogne géographiquement. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'avance, rien. Bon. Alors, maintenant, interprétation. Qu'est-ce que c'est que ce dépôt qui a des objets? Il manque une carte, là, et notamment toute la carte des... enfin, je vais vous le dire, c'est qu'il y a aussi à Rochelongue des objets, notamment les brassards, là, les brassards à petite dentelure, qui viennent plutôt, qui sont gaulois, qui viennent plutôt du centre-ouest de la France, c'est-à-dire Aquitaine, région du Lot, vous voyez, cette zone-là, Vienne, Deux-Sèvres, etc. Et il y a aussi des objets, vous avez vu tout à l'heure peut-être, des tas de chaînettes, etc. Et puis les fameux pectoraux. Alors ça vient de l'est de la Gaule, c'est-à-dire ça vient de la zone du Jura essentiellement. Donc vous voyez, quand on fait le bilan de tout ce qu'on a à Rochelongue, on a des lingots qui majoritairement viennent du sud de la péninsule ibérique, des objets qui sont à cheval sur les 2 côtés des Pyrénées, mais en tirant un peu vers la péninsule ibérique, n'est-ce pas? Et puis quelques objets, soit locaux, les haches type lonacien, soit de l'est ou de l'ouest de la Gaule. Voilà en quelque sorte le bilan. Alors, interprétation maintenant. Qu'est-ce que c'est ce site? Alors là, 2 hypothèses. Première hypothèse,
l'idée qu'il peut s'agir d'un sanctuaire marin, et là je vais laisser la parole à Jean Gasco, qui... Alors, oui, la question est de savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est un ensemble d'objets qui auraient été déposés dans un lieu qui avait dans l'imaginaire collectif de la population, une signification particulière? On a vu que le cap de Rochelongue était un amer important pour la navigation. Vous avez vu que les importations qui arrivent en Méditerranée, que les circulations aboutissent très souvent à cette région. Or, on sait qu'en Méditerranée, mais c'est vrai partout, à peu près partout dans le monde, les points comme ça repérés par les navigateurs ont pour les populations locales une qualité particulière, en particulier s'il y a un danger parce que ce sont des étrangers qui arrivent, et danger aussi parce que souvent ce sont des caps, des endroits où les naufrages peuvent être nombreux. Donc on peut se demander si, comme ailleurs en Méditerranée, même s'ils ne sont pas très nombreux, si cette accumulation d'objets ne correspond pas à des dons qui seraient faits sur un secteur sanctuarisé. Ce qui peut le laisser à penser, c'est qu'il y a une très grande variété d'objets. On a par exemple des bracelets qui peuvent correspondre à différents âges. Et on peut penser que ce sont des dépôts familiaux qui auraient pu être au fur et à mesure déposés de cette façon-là. De la même façon, le fait qu'il y ait des lingots cassés, des objets, c'est quelque chose qu'on a également dans la plupart des dépôts de sanctuaires, à savoir que l'important, c'est le geste, et un petit morceau de quelque chose peut représenter énormément. L'important est, c'est ce qu'on connaît dans tout, jusqu'à nos jours dans les sanctuaires. Pourquoi cette hypothèse? Parce que, de façon négative, depuis toutes les fouilles qui ont eu lieu, n'ont pas pu montrer qu'il y avait épave de bateaux. On n'a aucun reste de bois. Alors ça, on peut penser que le bois a disparu, pourquoi pas, mais enfin, dans d'autres conditions, ça existe. Il n'y a aucun élément de cargaison autre que ces objets, alors qu'on sait que, généralement, pendant plusieurs siècles, les bateaux qui circulaient avec des biens précieux avaient des objets multiples dans leur cale. Et puis, parce que aussi, il n'y a absolument aucun reste de la cambuse de ce que les marins transportaient pour se nourrir. Il n'y a pas une seule céramique. Il n'y a rien qui corresponde à un équipement minimum de bateaux qui serait venu depuis le sud de l'Espagne en cabotant et venir s'écraser sur des rochers. Et puis le dernier argument pour le sanctuaire, c'est de penser que ces objets, personne n'est allé les récupérer. Personne n'est allé récupérer, alors que par temps clair en été, on voit à 3 mètres le fond, et que c'est sensiblement sans doute à cette profondeur que les objets étaient déposés. Donc des objets, alors pourquoi pas des objets d'une épave avec des objets tabous qu'on ne va pas voir parce que justement il y a eu une catastrophe et qu'on n'y touche pas. Mais c'est assez surprenant qu'une telle masse, une telle richesse soit restée. Et c'est peut-être justement pour ça, parce que c'est une richesse, qu'elle est encore en place. Donc la plus belle histoire et la plus belle hypothèse, c'est Jean Gasco qui viennent de vous la raconter, celle effectivement d'un sanctuaire marin, un espace consacré,
désacralisé dans lequel il y aurait eu ces dépôts. Il peut fonctionner, mais comme voilà, avec les hypothèses qu'il a mises. Ensuite reste l'hypothèse la plus simple, mais quand même qui n'est pas sans poser problème. Jean l'a souligné, quand on parle d'épave, une épave c'est avant tout un bateau, et à Rochelongue on n'a pas de bateau. Ceci dit, le nombre d'épaves de la Méditerranée dans lesquelles on n'a pas de bateau, et on les compte aussi, c'est-à-dire les endroits où on repère comme bateau assombré parce qu'on trouve des amphores, c'est relativement classique, mais le bois souvent a été détruit ou déplacé, donc c'est à retenir, mais on pourrait avancer que donc le bois a disparu. Le fait qu'on se retrouve à proximité du rivage, c'est à la fois surprenant, mais aussi c'est justement à ces endroits-là où un bateau peut accrocher le massif rocheux et donc sombrer. Dans l'hypothèse du bateau, à ce moment-là, Jean Guilaine nous en parlera tout à l'heure, il y a deux sens un petit peu. Soit on imagine que c'est un bateau qui est parti du sud de l'Espagne, qui longeait le littoral, qui partait déjà avec une cargaison importante et qui faisait comme ça le ramasseur de métal en bordure du littoral, donc en partant d'Andalousie et en remontant jusqu'à la côte languedocienne, pour lequel il aurait également chargé et des lingots et des objets, ou alors tout simplement un bateau qui partait des Élysiques, qui partait de la basse vallée de l'Hérault, à partir de métal qui aurait pu transiter par voie terrestre, et donc de faire de la vallée de l'Hérault une sorte d'endroit où à la fois le métal converge à partir de l'intérieur des terres, et ensuite part vers différents points de la Méditerranée. Alors cette hypothèse de bateau qui partirait à partir de la basse vallée de l'Hérault peut être enrichie, par la proximité des mines de Cabrières, dans lequel il y avait une industrie du métal depuis une période très ancienne, dans lequel on a déjà pointé dans la moyenne vallée de l'Hérault des dépôts d'objets de type Lonac. Donc on a l'exemple de Saint-Saturnin, on a l'exemple de Perret à proximité de Cabrières dont on a parlé tout à l'heure. Et donc on aurait des endroits où on produirait du métal, des endroits dans la moyenne vallée de l'Hérault où on récupérerait le métal sous forme de dépôt, et ensuite progressivement, ces amas de métal redescendraient la vallée. On retrouve le gros dépôt de Lonac près de Fabrègues, et ensuite ces bateaux qui partiraient avec ce métal pour être apportés dans différents points de la Méditerranée, vers le monde étrusque ou vers le monde grec. Que certains bateaux de ce type-là aient abouti vers les côtes étrusques ou les côtes grecques, on en a aujourd'hui la preuve, avec notamment certains objets qui ont été déposés dans des sanctuaires en Étrurie, en Sicile et en monde grec. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on imagine que des bateaux partaient du Languedoc, arrivaient dans certaines cités étrusques ou grecques, que la très grande majorité de la cargaison était refondue pour faire des armes, pour faire de la vaisselle, pour faire de la statuaire, et que quelques objets étaient pris dans le lot, déposés dans des sanctuaires pour remercier les dieux, sans doute, de cette activité commerciale qui s'était bien passée. Et aujourd'hui, des études menées dans certains sanctuaires, notamment par notre collègue Stéphane Verger, a pu pointer des objets gaulois dans des sanctuaires étrusques et des sanctuaires grecs. Le rôle de ces sanctuaires, autant pour Agde que pour le monde méditerranéen, est également aussi important, parce que c'était presque dans ces sanctuaires où se transmettait l'information. Quelqu'un qui partait en Méditerranée faire du commerce, avant de partir, allait dans le sanctuaire pour avoir la faveur des dieux, et s'il revenait, c'est dans le sanctuaire qu'il revenait aussi pour remercier les dieux. Et donc, au-delà de l'existence des dieux dont on sait qu'ils n'existent pas, en revanche, ce qui existait, c'était l'information. Et donc, dans ces sanctuaires, c'est des endroits où les gens parlaient en disant « je suis allé dans ce secteur, ça s'est plutôt bien passé, la preuve, je viens déposer telle pièce dans le dépôt du temple ». Donc, le rôle de ces sanctuaires est évident en Méditerranée. Le transport d'objets gaulois du littoral languedocien vers ces sanctuaires est avéré. D'autres épaves, si c'est une épave, ne sont pas connues. Et donc, on aurait, dans le cas de Rochelongue, un exemple de lot d'objets
prêts à partir vers le monde étrusque ou le monde grec. Le fait qu'on le retrouve dans ce secteur-là, la basse vallée de l'Hérault, un endroit fréquenté par les Étrusques, un endroit fréquenté par les Grecs, n'est pas aussi anodin. Alors, ça marche dans les deux sens, hein. Soit effectivement en remerciement des dieux si c'est un sanctuaire, soit comme démonstration d'une activité commerciale méditerranéenne si ça part vers la Méditerranée. Le volume retrouvé dans l'épave, si c'est une épave, est relativement fonctionnel. On n'en a ni pas assez ni trop en tant que tel. Et donc, c'est peut-être l'hypothèse la moins poétique, la moins heuristique, mais en tout cas la plus simple dans le processus, ou du moins si on doit modéliser ce phénomène launacien, on peut l'imaginer de cette manière-là, à la fois des lingots qui sont l'expression d'une activité de production locale, de métallurgie locale, la récupération de pièces anciennes locales, et puis également le transfert d'objets qui peuvent venir d'un peu plus loin. On l'a vu, de l'ouest, du centre de la France, du Jura, et également du monde ibérique. On passe. Et donc, voilà, déjà on a parlé de l'exemple de ce bateau. Alors là, effectivement, soit le dépôt est consacré et personne ne va le récupérer, soit malheureusement l'épave sombre, et là aussi, personne, il y a des difficultés à la localiser et on ne va pas récupérer le matériel en tant que tel. Ce mobilier, si on imagine qu'il est parti donc du métal languedocien vers l'Étrurie ou vers le monde grec, on en a la démonstration avec le frais retour. Je parlais tout à l'heure de ce qui est arrivé en Gaule en échange de ce métal. C'est le vin dans les amphores, c'est les vases à boire, c'est ce savoir-faire étrusque et grec que l'on retrouve un peu partout en Languedoc et en Provence, et qui va changer de manière significative le mode de vie de ces populations. Les Grecs avaient un terme pour qualifier cette activité commerciale qu'ils pratiquaient. Ils disaient qu'ils étaient à la recherche de biotos. Le biotos, c'est les produits de première nécessité. Et pour des cités grecques ou étrusques, les produits de première nécessité, c'est avant tout le métal, ensuite les céréales et ensuite les esclaves. Et donc, ils venaient chercher les produits de première nécessité, dont Rochelongue serait un témoignage, contre des produits manufacturés, c'est-à-dire ils cherchaient les produits de première nécessité en échange d'un savoir-faire, et en l'occurrence, le savoir-faire qu'ils maîtrisaient le plus, c'était la production de vin. Jean, on vous laisse conclure. Je veux voir ma carte. Suspense. Il y en a 3. Elle arrive à la carte. Alors, je vais vous... Enfin, merci. Je vais vous donner une hypothèse, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus événementielle et qui est basée sur le fait que, en définitive, il y a dans ce dépôt il y a dans ce dépôt 800 kilos de lingots dont beaucoup viennent de cette région, un petit peu là, un petit peu ici. Il y a beaucoup d'objets qui sont en partie languedociens, mais en partie aussi ibériques, n'est-ce pas ? Les haches de type Rochelongue, les agrafes de type acébouchal, les fibules à double ressort, donc, qui peuvent être... Et puis ensuite, il y a des objets lauranciens. Mais les objets lauranciens, quantitativement, il y en a peu, des objets qui viennent de la région. Il y en a peu. C'est pas bon. Et alors, mon hypothèse, bon, qui est peut-être partagée totalement ou en partie par mes collègues, c'est qu'en réalité, on a affaire à un type qui a caboté, qui est probablement parti du sud de la péninsule ibérique, c'est-à-dire avec une cargaison de cuivre, et qui, remontant tout au long du littoral, en quelque sorte, est ibérique et jusqu'en Languedoc, a récupéré, n'est-ce pas, récupérateur de métaux, a récupéré des bronzes qui se trouvaient dans divers sites de la région, des bronzes entiers ou des bronzes usagés. Il
faut pas oublier qu'il y a quand même aussi, il faut le dire, des objets qui viennent de cette région et des objets qui viennent de l'Est de la France, c'est-à-dire des objets qui, eux, sont plus caractéristiques, davantage caractéristiques des Polonaciens. Donc, si épave il y a, on peut penser que c'est un bonhomme qui est parti de l'ère punique, c'est-à-dire de l'ère où les Puniques sont présents, le sud de la péninsule ibérique, et qui a caboté le long et qui est venu s'échouer à Agde pour des raisons qui nous dépassent. J'en parlais de l'histoire d'un transbordement possible. Hein. Bon, est-ce que ce bateau, est-ce que ce naufrage a eu lieu parce que le type est allé contre les récifs? Est-ce que c'est lors d'un changement de cargaison d'un bateau qui cabotait, c'est-à-dire un bateau côtier pour un bateau qui allait prendre la haute mer? Je ne sais pas. Bon. Et finalement, nous terminons notre ouvrage sans prendre réellement parti, c'est-à-dire en donnant les deux hypothèses. L'hypothèse d'un sanctuaire marin, mais l'hypothèse d'un sanctuaire marin supposerait que les objets qui ont été déposés là l'ont été dans la longue durée, c'est-à-dire régulièrement, ce qui expliquerait peut-être l'échelonnement chronologique des objets. Mais moi, je pense plutôt à cette hypothèse-là, et qui est confortée par l'idée que le bonhomme aurait pris beaucoup de lingots de la péninsule ibérique, et notamment cette fameuse hache, qui est typique du sud de la péninsule ibérique, et qui est une relique là-dedans, vous voyez, qui a été ramenée, etc. Voilà, en gros, les deux hypothèses qui se font face. Où est la vérité? Nous ne savons rien. Voilà, merci de votre attention. Oui, si vous avez des questions, nous allons tâcher d'y répondre. Oui. L'hypothèse que vous n'avez pas évoquée, est-ce qu'on aurait pu lâcher du fret à cause d'une tempête ou quelque chose comme ça? Hypothèse que vous n'avez pas évoquée, est-ce qu'on aurait pu lâcher du fret et se sauver d'une tempête probable ou pas? Pourquoi pas? En tout cas, tout est retrouvé dans le même secteur. Les photos que l'on a d'époque au moment des découvertes montrent que c'est pas des choses qu'on a lâchées dans la panique sur plusieurs dizaines de mètres de long, mais tout est localisé au même endroit. Donc, c'est l'hypothèse où épave ou dépôt localisé est quand même plus probable. Oui, d'autant plus que, apparemment, les objets qui sont découverts dans une grande poche sableuse entre des dalles basaltiques, on le suppose en place. Mais il est presque sûr qu'il s'est accumulé dans un point bas et qu'il provient de la dalle rocheuse. Bon. Mais même s'il était à l'emplacement où on l'a trouvé, c'est quand même curieux qu'on laisse 900 kilos de métal au fond de l'eau, à 3 mètres de profondeur, et que les gens qui ont perdu cette chose, alors que ce soit en transbordement ou à cause d'une épave, à cause d'un écueil, etc., et que on sait très bien que les gens qui habitent sur les côtes vont récupérer le bois qui flotte après chaque épave, après chaque tempête. On sait très bien que le milieu est fréquenté. Les gens allaient pêcher des gros poissons, ils allaient très loin, on circule, les bateaux, ils existent. Sont des bateaux cousus, hein, mais qui sont efficaces. Donc c'est assez curieux. Voilà, c'est la seul argument qui moi, que je ne comprends pas. Pourquoi on a laissé ces 900 kilos à cet endroit-là, sous l'eau, au vu forcément de tout le monde? La base du commerce, si j'ai bien compris, c'était l'extérieur apporte du vin et les locaux payent, entre guillemets, en bronze. La question, c'est
il y a une alternative, c'est le fer. Où en était la métallurgie et l'usage du fer, qui était relativement fréquent en Anatolie à la même époque, dans notre Languedoc au XVIIe siècle? Le problème du fer est tout autre. Le fer est relativement bien réparti à la surface du globe. Donc partout il y a du fer et partout on peut exploiter le fer quand on en connaît les techniques de sidérurgie et produire des outils. Pour le cas du cuivre, c'est différent. Le cuivre, il n'y en a pas partout. Donc, si on veut produire des armes, si on veut produire de la vaisselle, si on veut produire de la statue, etc., on est obligé de récupérer du cuivre. Et plus encore, l'étain est encore plus rare. Et on sait qu'effectivement, les ressources en étain, on les a un petit peu dans le sud du Massif central, on les a en Bretagne, on les a dans les îles britanniques, mais que de toute façon, il est absent dans le monde grec, il est absent en Étrurie. Donc, la recherche, l'intérêt pour le cuivre et pour le bronze est tout autre que pour le métal fer. Il n'y a pas d'activité importante d'échange de fer. C'est ridicule de prendre justement des risques sur la mer pour aller récupérer du fer ailleurs, alors qu'il y en a chez soi. Les Étrusques avaient des mines de fer extrêmement importantes, ce qui peut-être d'ailleurs leur a donné un élan sans doute civilisationnel extrêmement fort. Mais le cuivre, ce n'est pas le cas. Et notamment, Michel Gras avait remarqué naguère que le commerce des Étrusques qui touche nos côtes du Languedoc, c'est un commerce qui vient de la cité de Vulci. On parle des Étrusques, mais en fin de compte, en Méditerranée, comme quand on parle des Grecs, il faudrait parler des cités qui toutes sont indépendantes. Or, Vulci, qui fait du commerce avec la Provence, qui fait du commerce avec le Languedoc, entre en conflit avec les cités de l'arrière-pays étrusque. Et ce sont elles qui ont les mines de cuivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Vulci, elle, a besoin pour son activité d'avoir du cuivre. Elle ne peut pas l'avoir dans son arrière-pays étrusque. Elle va le chercher ailleurs. Donc le cas du cuivre, je crois, est spécifique. On se déplace pour du cuivre, on se déplace pour l'étain, et d'ailleurs le circuit de l'étain le long de la vallée du Rhône, le contact avec les cités celtes, etc. est bien connu. En revanche, pour le fer, on le retrouve à peu près partout, on l'exploite à peu près partout, et à ce moment-là, ça fait l'objet d'un commerce à plus courte distance. Ce que je voulais dire, c'est que pour les locaux, s'ils ont l'habitude, enfin, s'ils ont pris l'habitude d'utiliser le fer pour les armes et pour les outils, ça enlève de leur valeur d'usage et ça les incite plus facilement à échanger. Oui, vous avez raison. Par définition, on est là dans le passage entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Le fer est un produit nouveau, effectivement, avec des armes qui sont plus souples, un peu plus performantes. Donc on peut imaginer que certains outils, peut-être les haches, peut-être les épées, sont peut-être moins performantes durant cette période-là. Donc on est à la fin de ce que, voilà, un épiphénomène de l'âge du bronze. On est dans un moment où le bronze, chez les populations protohistoriques, a sans doute moins d'intérêt qu'il n'en a dans les sociétés classiques. Parce qu'inversement, quand on est au VIe siècle en Grèce, quand on est au VIe siècle en Étrurie, on sait qu'on fait des choses en bronze qui ne peuvent pas être faites en fer, notamment la statuaire, notamment la vaisselle. Donc il y avait peut-être effectivement une notion de valeur entre les populations protohistoriques, plus encline à se délester du cuivre que chez les populations des cités grecques ou étrusques, où le cuivre avait encore une valeur extrêmement forte. D'ailleurs, dans ces dépôts lunaciens, là, il n'y a jamais de fer, il n'y a que du bronze. Alors qu'à la même époque, dans les tombes, vous avez des couteaux, vous avez des parures en fer déjà. Ouais, bon. Mais dans les dépôts lunaciens, autrement dit, on a thésaurisé du bronze, volontairement. Question ? Non ? Libérez-vous. Merci. Dans l'hypothèse d'un sanctuaire marin, votif, on peut imaginer qu'il y avait non loin du dépôt des constructions, quelque chose
qui servirait à asseoir le temple, là. On n'a rien autour du dépôt. Alors, dans la basse vallée de l'Hérault, on a un peuplement qui est extrêmement actif. On a prononcé peut-être le nom tout à l'heure. On a une population qui s'appelle les Élysiques, qu'on localise dans la basse vallée de l'Orbe, dans la basse vallée de l'Aude et dans la basse vallée de l'Hérault. Et à Agde, il y a une occupation extrêmement importante, avec notamment la nécropole du Pérou qu'avait fouillé naguère André Niquels et qui a montré qu'on avait là affaire à une nécropole d'une population régionale extrêmement bien organisée, extrêmement puissante, à la limite à l'échelle de l'arc méditerranéen français. Ce sont les premiers à avoir des contacts avec le monde méditerranéen. C'est eux qui ont une nécropole qui est organisée presque dans le sens strict du terme, une ville des morts, avec des allées, avec des concessions bien délimitées, avec un mobilier extrêmement riche. Donc les populations qui sont dans la basse vallée de l'Hérault ne sont pas les populations qu'il y a partout, quoi. À la limite, on pourrait les comparer à celles de Mayac, on pourrait les comparer à celles de la région de Rusino, mais on ne les a pas ailleurs. Donc effectivement, on a une ambiance extrêmement importante. Pour ce qui est de l'habitat, les hypothèses là aussi sont diverses, mais en tout cas, force est de constater qu'on n'a pas d'agglomération contemporaine aussi importante, sauf que dans la région de Bessan, il y a des Grecs qui sont installés. Sauf qu'à Agde, il y a peut-être déjà une petite installation dans ce secteur-là. Donc il y a vraiment, on est dans un endroit où s'il y a effectivement un sanctuaire, il y a plus de chances qu'il se retrouve là qu'ailleurs, quoi. Ça a du sens. C'est un endroit de contact, c'est un endroit de liaison. Et tout à l'heure, Jean le disait, les sanctuaires dans le monde méditerranéen, c'est des endroits de pacification. C'est-à-dire, on revendique la terre, on défend son site d'habitat, on respecte les morts, mais le sanctuaire, c'est un endroit où on peut éventuellement parlementer qui servent de liaison entre les populations locales et les populations méditerranéennes. Donc là, imaginez un sanctuaire marin, ça peut avoir du sens, un endroit où plus qu'ailleurs, les populations locales et les populations méditerranéennes se sont rencontrées. Oui. Il n'y a pas de lien avec, excusez-moi. Il n'y a pas de lien avec la barque phénicienne immergée dans le port à Agde. Un volume apparaître. Je n'ai pas, moi, je n'ai pas de connaissances d'éléments. Enfin, quand on parle de phénicienne dans le Languedoc, ce sont des vases d'influence phénicienne, mais comme l'a bien localisé tout à l'heure Jean, c'est des choses qui viennent d'Andalousie, donc on est bien loin du Liban. Hein. C'est des Phéniciens qui ont, en fin de compte, ont fait du cabotage le long des côtes sud de la Méditerranée, se sont installés en Afrique du Nord, se sont installés là aussi probablement pour des exploitations minières dans le sud de l'Espagne, et ensuite qui produisent également du vin. Et c'est ce vin-là de cité phénicienne dans le sud de l'Espagne que l'on retrouve en Catalogne et en Languedoc. Ensuite, on a des vases qui sont des vases d'imitation phénicienne. Alors, on a présenté tout à l'heure la carte, et il y a plusieurs vases qui ont été découverts en Languedoc d'imitation. Le paradoxe, c'est qu'on a des imitations, mais on n'a pas l'original. Mais bon, s'il y a des imitations, il y a dû avoir des originaux quelque part. Mais en revanche, des témoignages purement phéniciens, à ma connaissance, je n'en ai pas, quoi. Et peut-être ce que vous pointez pour la région d'Agde, c'est dans la bibliographie ancienne, quand on prêtait peut-être un peu aux riches et qu'on aimait bien imaginer qu'il y ait des apports phéniciens ou une création phénicienne ancienne dans la région d'Agde. Mais dans l'état actuel de la documentation, il n'y en a pas. Est-ce que c'est habituel d'avoir des lingots dans des dépôts de sanctuaires? Parce que moi, je m'imagine plutôt qu'on fait don d'un objet, mais pas forcément d'un morceau de lingot ou d'un lingot. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est... Elle est bonne. Est-ce qu'on peut savoir où ils ont été fondus, ces lingots? Parce qu'ils viennent donc du sud de l'Espagne, mais ça, c'est les carrières dont ils sont originaires. Est-ce qu'avec l'isotopie ou avec une autre méthode, on peut connaître l'endroit où ils ont été fondus? Et dernière question, quand ils,
dans les échanges commerciaux avec les Phéniciens, est-ce qu'ils voyageaient à l'état de lingot ou il y avait encore des objets qui n'étaient pas fondus qui voyageaient? Ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait. Elles sont toutes bonnes. Non. Alors, les fonderies de cette époque, régionalement, on n'en connaît pas. On n'en connaît pas à l'âge du bronze. Bon, peut-être à Varie, mais encore c'est en Ariège, mais on ne connaît pas. Par contre, ce qu'on connaît souvent pour les objets, ce sont des moules. Des moules en pierre, bon, dans nos régions. Et ce qui est amusant, c'est qu'à Agde, en bordure de la lagune, sur le site de la Motte, on a des moules qui sont découverts dans le fleuve Hérault, à environ 6 mètres de profondeur, et qui qui couvrent toute la fin de l'âge du bronze jusqu'au tout début de l'âge du fer. Et ces moules, à la Motte, il existe un moule de lance typique d'Aquitaine et un autre moule avec une épingle qui est caractéristique d'une épingle de la région de la vallée du Pô, italien. Donc vous voyez que de la même façon, apparemment, que les objets circulaient, les moules circulaient. Donc, vous voyez la complexité. Bon, alors ça, c'est le premier point. Ensuite, bon, dans les sanctuaires, il y a en effet des lingots complets. Ben, c'est le très riche du village qui dépose un gros lingot. Et puis, il y a le petit-neveu qui veut faire comme son arrière-grand-père et qui, lui, va déposer un quart de lingot, mais c'est la même chose. Un quart de lingot, ça vaut un lingot. Il y a le monsieur qui pose le billet de 500 francs et le monsieur qui met la pièce de 3 sous. Oui. L'important, c'est le geste. Enfin, je renchéris sur ce que dit Jean. Même souvent dans les sanctuaires siciliens où l'on trouve des objets launassiens, c'est-à-dire des objets gaulois qui viennent du Languedoc, souvent, ces objets sont cassés. Autrement dit, la partie vaut le tout. Et vous avez, je change de lieu et de période, vous avez une île dans les Cyclades. Vous savez, les Cyclades, c'est là où, au 3e millénaire, on a fait ces belles figurines en marbre, etc. Vous avez un lieu, à Kéos, qui est un sanctuaire, et les gens de toutes les îles viennent déposer dans ce sanctuaire des fragments de figurines. Autrement dit, avant de partir de chez eux, ils ont scié la figurine, ils en ont gardé un morceau, et l'autre morceau, ils sont allés le déposer dans le sanctuaire. Ça, c'est aux alentours de 2500 avant notre ère. Donc, vous voyez, le phénomène a des répliques, en quelque sorte, à d'autres périodes et dans d'autres lieux. La question, c'était sur l'objet versus le lingot. Oui, la fabrication. Enfin, l'objet versus le lingot, parce que le lingot, ça a une valeur marchande, mais ça n'a pas une valeur personnelle, ni... je ne sais pas comment l'exprimer, mais quand on fait don de quelque chose, si c'est un objet qui nous a appartenu ou qui a appartenu à la famille, qui est un petit bout de bracelet ou un petit bout de figurine, ça a une valeur personnelle, alors qu'un lingot... Les gens qui conservent le petit lingot d'or du grand-père, ils conservent aussi la mémoire du grand-père. Hein, ou le lingot, la pièce, le Napoléon en or. Voilà, donc c'est difficile, là, on ne peut pas... L'activité, elle n'est pas faite par les dieux, elle est faite par les hommes. Et donc, c'est quand même la masse du métal qui est intéressée. Et donc, effectivement, un lingot, c'est plus court qu'un objet, mais une multitude d'objets représente un certain volume. Donc, je crois que ce qui a suscité le commerce, et peut-être le fait qu'on veuille faire le commerce protégé par les dieux, c'est la masse de métal. Et donc, le lingot, c'est ce qui lance l'activité, et les objets, c'est ce qui vient compléter ce volume-là.
Et le fait qu'on fasse le commerce de débris ou de fragments de métal, c'est le principe de la métallurgie. C'est justement, par définition, aujourd'hui, on parlerait d'économie soutenable. La métallurgie, c'est le moment où on peut recycler. Donc, en fin de compte, c'est pas le bracelet, c'est pas la hache, c'est quelque chose qu'on peut refondre et qu'on peut refabriquer. Alors voilà, je vais vous couper parce que c'est passionnant et je vous propose de poursuivre ces C'est échanges. gentil comme argument. Tu me connais. Non, je vous propose de poursuivre ces échanges donc, dans la pièce à côté, bon, autour du livre donc, qui vient de paraître et autour des dédicaces. Donc, voilà.